François est professeur en sociologie à l'ENSAT et Bertrand est sociologue, c'est l'ancien président de l'INRAE. Donc une vision pointue sur l'agriculture et sur son avenir. Comment est-ce que ces transformations vont nous impacter? Merci Sébastien, merci à la coopération agricole de nous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre avec les deux auteurs du livre, donc Une agriculture sans agriculteurs. Alors, première question, moi j'aimerais savoir un petit peu, donc vous n'êtes pas à votre coup d'essai, tous les deux, on sait que vous avez déjà écrit de nombreux livres, de nombreux ouvrages sur l'agriculture. Pourquoi avoir choisi ce thème de cette évolution du secteur agricole qui perd de plus en plus de bras de chefs d'exploitation? Oui, alors peut-être une précision pour commencer. Il nous a parfois été dit que ce titre était provocateur, qu'il aurait fallu y mettre un point d'interrogation. Non, à préciser que ce n'est pas une provocation, c'est la volonté de notre part d'attirer l'attention sur une transformation très très profonde de l'agriculture française, et notamment sur le fait que le modèle de l'agriculture familiale, plus précisément le modèle de l'agriculture conjugale, c'est-à-dire à 2 unités de travail par année, qui a été voulu par les lois de 60-62, qui a été, il faut le rappeler quand même, un progrès, une libération par rapport au modèle patriarcal de la Troisième République. Ce modèle a eu un très grand succès à tel point qu'il a été pensé dans les politiques publiques, dans les représentations de l'agriculture, dans le journalisme, dans la communication, comme étant un modèle indépassable d'une certaine façon. Et ce que nous voulons montrer dans ce livre, c'est que ce modèle est extrêmement fragilisé. Nous ne disons pas qu'il n'existe plus. Nous disons que ce modèle de l'agriculture conjugale, pour faire vite, est un modèle très fragilisé. Il est fragilisé d'une part par ce que nous avons appelé dans nos précédents ouvrages une agriculture aux allures de firme, et d'autre part ce dont nous ne parlons pas beaucoup dans ce livre, ça devrait faire l'objet d'un autre livre, qui est une agriculture qui emprunte plus à la micro-entreprise, à la start-up, qui est un autre modèle de développement que celui de l'agriculture conjugale et de l'agriculture de succession, de père en fils ou de père en fille plus rarement. Et donc il y a un sous-titre à cet ouvrage qui est La Révolution indicible, qui évidemment fait écho à la Révolution silencieuse décrite par Michel de Baptiste, lue par cette génération. Révolution indicible parce qu'il nous apparaît que, et c'est le rôle des sociologues de le dire, que cette mutation très profonde qui est en train de se produire est difficile à exprimer parce que précisément le modèle de l'agriculture familiale, conjugale, est un modèle qui a été voulu, qui a été conquis, qui a été un modèle extrêmement efficace dans la modernisation et qu'il est très difficile de s'en arracher. Et pour des raisons aussi bien culturelles, économiques, politiques, et je dirais même du côté des chercheurs, nous avons soulevé le liège, si je puis dire, en faisant remarquer que dans le milieu de la recherche, ce modèle a été quasiment pensé comme un invariant sociologique. Et donc nous voulons montrer que ça n'est pas un invariant, c'est un moment de l'histoire. Peut-être François, je ne vais pas forcément vous reposer la même question, mais vous pointez un certain nombre de choses dans votre ouvrage. Vous pointez des responsabilités dans cette évolution du secteur agricole. Vous pointez notamment des responsabilités sur les politiques agricoles et également sur les organisations syndicales agricoles. Peut-être un petit peu, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle part les politiques agricoles devraient avoir pour contribuer à l'évolution ou pas du secteur agricole français? Comme l'a souligné Bertrand à juste titre, on sait pertinemment que non seulement les politiques agricoles nationales, en l'occurrence en France, et puis plus largement la politique agricole commune a été pensée, elle a été voulue, elle a été construite pour accompagner finalement une forme d'organisation du travail qui prévalait non seulement en France, mais également dans la plupart des pays de l'Union européenne. Et il était assez logique finalement que cette politique, elle accompagne cette forme parce qu'elle dominait, mais parce qu'on l'a voulu. On l'a voulu, on l'a porté. Et
aujourd'hui, tout l'enjeu pour les politiques publiques, c'est de savoir comment elles vont accompagner cette diversité de stratégies entrepreneuriales, puisque on le sait, hein, l'agriculture, du moins l'adjectif agricole qui permet trop rapidement et trop facilement de qualifier ce qu'on appelle l'exploitation, elles sont, ces exploitations, ces entreprises, tant, comme on l'a dit avec Bertrand, artisanales, commerciales, que patrimoniales ou industrielles. Et finalement, on a un seul outil, une seule politique qui accompagne ou qui est censée accompagner cette diversité. Aujourd'hui, on voit bien les difficultés qu'elle a à embrasser, à accompagner des agricultures qui relèvent parfois peut-être davantage de politique d'ordre social, d'ordre territorial. Et la question, et c'est pas simple, hein, c'est pas simple ni pour les politiques, ni pour les décisionnaires au sens large, de prendre en charge cette nouvelle diversité. Alors que finalement, c'était beaucoup plus facile d'accompagner une population qui jusqu'alors était même majoritaire. Donc, il y a non seulement des responsabilités du côté des politiques, mais finalement c'est un choix qui a été fait non seulement par les politiques, mais aussi par les opinions, puisque finalement les politiques publiques, elles naissent d'une négociation, d'un dialogue entre la société, les organisations professionnelles, si on prend le cas de l'agriculture, et puis des décideurs. Donc finalement ça a été aussi cette ambition qui a été salvatrice, qui a porté aussi tout un milieu. La question est de savoir si aujourd'hui cet instrument souvent unique peut s'appliquer ou peut accompagner cette diversité de situations. On va repasser la parole à Sébastien Levin. J'avais quand même une question complémentaire sur cette évolution de l'agriculture française. Est-ce qu'on observe la même chose chez nos voisins européens ou c'est vraiment une archipélisation qui est propre à la France? Non, d'ailleurs on peut dire que au fond, ce qui a permis de déplacer le regard sur la France, c'est la question européenne, c'est-à-dire que l'élargissement, la chute du mur de Berlin et l'entrée dans la politique agricole commune de l'agriculture des Länder de l'Est a fait absolument bouger nos représentations et a fait bouger également la représentation que l'on avait d'une possible politique agricole commune avec une telle diversité d'exploitation. Je pense que l'entrée, l'élargissement, l'unification de l'Allemagne dans un premier temps, puis l'élargissement à l'ensemble des PECO, et notamment la Puszta hongroise, notamment la Transylvanie roumaine, notamment les plaines du nord de la Pologne, qui ont fait entrer dans l'Union européenne des exploitations de très grandes structures, ont commencé à faire bouger les choses. Et nous, ce que nous avons voulu dire dans ce livre, c'est que précisément ce phénomène-là n'était pas seulement un phénomène en dehors de la France, mais qu'il était aussi un phénomène français. Mais qu'à l'inverse de ce qui se passait dans les autres pays de l'Union, il était beaucoup plus invisibilisé en France, notamment en raison de notre extraordinaire imagination juridique, qui permet d'avoir des structures juridiques de différentes nature, hein, notamment de l'ARL, la SCEA, aux sociétés commerciales et autres, et que ces formes juridiques, au fond, faisaient un peu écran, parce que ça crée une sorte de continuum entre l'exploitation familiale proprement dite et puis des exploitations qui ne le sont plus, il faut bien le dire, mais qu'il y avait une sorte de continuum qui faisait un peu écran à la prise de conscience de cet écartèlement de notre agriculture. Juste un petit point sur les politiques publiques. Vous soulignez le fait que finalement, sont-elles responsables ou pas? Ce qui est sûr, c'est que l'injonction, notamment à se transformer, est beaucoup plus difficile à prendre en charge, et on le voit quand on fait du terrain, par ces formes conjugales d'exercice du métier, ces formes même familiales, qui sont parfois dans l'incapacité de mettre en œuvre des dispositifs beaucoup plus contraignants, parce que finalement, elles ne sont plus en capacité de faire le travail, de s'organiser, de le penser différemment au regard de nouvelles injonctions, l'injonction marchande, l'injonction environnementale. Et c'est quand même intéressant de voir que le produit inattendu de certains dispositifs de politique publique, eh bien ce sont ces formes nouvelles d'exploitation qui apparaissent aussi parce que finalement, sur l'autel de l'exploitation dite familiale fragilisée, qui n'a pas toujours la capacité de prendre en charge l'injonction, eh bien ont émergé de nouvelles formes aussi d'agriculture et d'exercice du métier.
Merci beaucoup. On avait une question également sur les conséquences sociales et sur la cohésion territoriale de cette nouvelle forme d'agriculture. Il y a une vraie question qui se pose avec la disparition d'exploitations qui jusqu'alors étaient même adossées à des outils coopératifs. À partir du moment où ces exploitations dites conjugales et familiales, qui avaient considéré que notamment l'outil coopératif était leur prolongement assez naturel dans la mise en marché, dans l'orchestration de la production, ces outils industriels, ces outils coopératifs vont être également fragilisés et déstabilisés. Donc c'est pour ça qu'il s'agissait pour nous non seulement de le dire, mais d'inciter aussi et d'inviter les professionnels à acter ces transformations, à ne pas les mettre sous le tapis parce qu'elles nous bousculent, mais à considérer que justement il fallait les prendre en charge, prendre en considération pour mieux anticiper la pérennité de ces outils qui sont des employeurs de main-d'œuvre à l'échelle locale et à commencer par employeurs notamment de ces conjoints ou de ces conjointes qui ne travaillent plus sur l'exploitation. Donc finalement il y a un enjeu à reconsidérer la place de l'emploi agricole dans les territoires. Il ne pourra pas simplement être porté par des exploitations même dites familiales, mais des exploitations plus mutualisées, qui ont recours davantage à du salariat. Donc il y a une question qui se pose derrière ces transformations autour de la capacité qu'on aura à penser à l'échelle des territoires ces employés qui vont porter aussi le projet productif. Donc, il va falloir qu'on arrive aussi dans les politiques publiques à dessiner les contours de ce salarié pour mieux le protéger, pour faire en sorte aussi peut-être que demain il soit celui qui va reprendre l'exploitation. L'autre dimension de cette réorganisation, c'est la présence du monde agricole en tant que tel sur les territoires ruraux. On a l'habitude de penser que le monde agricole est devenu minoritaire, ça c'est acquis, mais minoritaire par rapport aux villes. Mais ce qu'il faut, et on attire l'attention là-dessus, c'est que les agriculteurs en tant que tels, au passage, c'est maintenant 1,5% de la population active française. Donc les agriculteurs, c'est-à-dire les chefs d'exploitation, co-exploitants et actifs non salariés, sont devenus minoritaires dans les espaces ruraux eux-mêmes. Et alors, ceci pose plusieurs questions. La première, c'est que là où se sont précisément déployés ces entreprises agricoles de grande dimension, avec des statuts juridiques assez complexes, enchevêtrés, etc., on a maintenant des communes ou des intercommunalités où finalement on ne sait plus bien l'entourage dans ces sociétés qui étaient d'interconnaissance. Il arrive qu'on ne sait plus bien qui est l'exploitant de la ferme qui était la ferme Intel, qui est devenue une ARL, une SCEA, etc. Alors il y a un chef de culture, mais le chef de culture il peut changer de temps en temps, en fonction des relations qu'il a avec les détenteurs de l'exploitation. Donc ce processus d'abstraction de l'agriculture à travers ces formes abstraites juridiques, elle se traduit aussi sur le terrain à travers une sorte d'anonymat du portage de l'agriculture. Alors ça introduit quand même des tensions, il faut bien l'admettre. Pourquoi des tensions? Parce que le corollaire de ce phénomène, c'est que les espaces ruraux, il faut le rappeler aussi, sont les espaces dans lesquels la population française a le plus cru depuis les 20 dernières années. On le sait, les villes se sont plutôt stagnées ou se sont un peu vidées. Ce qui a beaucoup cru, c'est le périurbain et surtout le très grand périurbain. Et ce très grand périurbain qui est aussi agricole, il est maintenant pris en tension entre une agriculture qui peut être assez abstraite et qui a une vision de rentabilité, voire une vision financière de la rentabilité, versus une population qui, elle, voit dans cet espace où elle est venue s'installer un cadre de vie avant de voir un cadre de production. D'où cette tension, c'est la zone de traitement, etc. Je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, tout le monde le connaît. Mais il faut comprendre ce qui est en train de se passer de ce côté-là. C'est pas la ville contre la campagne. C'est un mode de vie urbain qui s'est installé dans les campagnes,
définitivement. Et d'ailleurs, sur la pression, il faut aussi regarder un tout petit peu l'histoire. Qui a vendu les terrains à bâtir pour faire des lotissements dans les campagnes? C'est pas le commerçant du coin. Bon, donc tout ça est un mouvement long qui a eu ses conséquences et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ces espaces sont profondément transformés, sont profondément touchés par l'urbanité. Et pourquoi c'est un problème très très important? C'est que c'est au moment où la société française et plus largement, enfin pas seulement la société française, enfin où nous tous on est touchés par le problème du changement climatique, par le problème de la séquestration du carbone, par le problème au sens large de l'environnement, et donc d'un remaniement très profond qu'il faut penser pour gérer ces espaces-là. On est pris en tenaille avec cette vision qui peut être, encore une fois, une vision plus financière qu'agronomique de la gestion des terres. Alors dans votre livre, vous parlez également de l'image d'Épinal qui perdure encore dans l'esprit des Français par rapport aux réalités du terrain, aux réalités des agriculteurs, du métier d'agriculteur. Est-ce que vous pensez que les médias et la presse en général ont une responsabilité dans cette image d'Épinal? On en a discuté tous les trois avant de toute façon cette présentation. Ce qu'on soulignait aussi avec Bertrand, c'est que finalement c'était peut-être davantage la publicité, le marketing qui la communication assignait finalement, et la communication assignait plus que les médias peut-être les chefs d'exploitation à ces rôles de père de famille. Regardez aujourd'hui encore les briques de lait. Les briques de lait, elles donnent à voir quoi? Elles donnent à voir papa, maman et le fiston. Et finalement très peu le responsable de l'atelier. Donc il va falloir aussi, et je le vois ici même, que les bars coopératives donnent à voir finalement ce qu'est la modernité des entreprises agricoles, c'est-à-dire leur capacité à redéployer de nouvelles formes d'organisation du travail, c'est-à-dire ces binômes aujourd'hui salariés, chefs d'exploitation, pour que finalement on puisse aussi attirer de nouveaux publics, non pas simplement sur les métiers et le métier de chef d'exploitation, mais aussi les métiers du salariat. On est toujours dans l'émotion, on s'émeut, on n'arrive pas à attirer ses bras pour nos assiettes, mais si on veut attirer des bras et aussi des têtes pour nos assiettes, c'est-à-dire des salariés qui vont être en capacité aussi d'organiser, d'orchestrer la production différemment, il faudra donner à voir cette figure-là. Il faudra que le gamin puisse s'identifier, pourquoi pas, non pas simplement à ce fils d'agriculteur qu'il n'est plus, mais à ce salarié qui pourra être demain aussi un associé chef d'exploitation. Finalement, on s'émeut de voir peu d'attractivité autour du métier du salariat, mais est-ce qu'on donne à voir la figure du salarié quand on présente une brique de lait, quand on présente une bouteille de vin? Non. Donc là aussi, il va falloir peut-être incarner ou donner une incarnation nouvelle à ces produits. Oui, je pense que c'est important de faire encore une fois, je pense qu'il y a une différence là entre la presse et le marketing sur cette image. Le marketing a joué sur une folklorisation de l'agriculture. On peut faire le parallèle avec la folklorisation du moine, avec chaussée au moine. En fait, tous les fromages sont faits par les moines. Il y en a eu un. Enfin, bon, la laitière aussi. La laitière et tout ça. Donc, mais de façon assez profonde, ce processus de folklorisation est un processus mortifère. Et donc là, effectivement, il est de la responsabilité, je pense, aussi bien d'ailleurs des journalistes que des professionnels, que des chercheurs. Il ne faut pas fustiger l'un l'autre, mais quand même, pour employer un mot devenu très à la mode, de déconstruire cette approche très folklorique de l'agriculture qui crée tout ça. Une déformation de la réalité, tout simplement, qui n'est pas, c'est pas une fake news, mais il n'empêche que ça participe de cette déformation du réel qui est tout à fait préjudiciable. Alors avant de passer peut-être la parole à la salle, j'avais encore une question. En fait, à la fin de votre ouvrage, vous énoncez 6 paradoxes. 6 paradoxes de l'agriculture française. Il y en a un qui m'a particulièrement intéressé, qui m'a frappé. C'est celui en fait
qui consiste pour l'agriculteur à revendiquer une certaine forme d'autonomie, mais en même temps la protection de l'État. Donc comment vous l'expliquez ça? Et en fait, est-ce que c'est pas quelque chose qui s'accentue au fil des années? Oui, c'est au cœur du paradoxe de l'identité professionnelle du monde agricole. C'est à la fois la spécificité et la parité, c'est-à-dire être à la fois comme tout le monde mais différent, être à la fois complètement libre de ses mouvements, mais dans un dispositif de protection de l'État en raison des spécificités de ce métier. Ça fait partie des tensions, des paradoxes, je dirais pas jusque-là, mais si vous voulez, je pense que c'est très très profond dans ce qu'on appelle le malaise agricole. C'est quelque chose de très très constitutif. Non, j'ajouterais seulement un point, c'est que le fait d'être en situation paradoxale, aussi bien dans sa représentation que au sein de la société, n'est pas le propre des agriculteurs. Je ne dis pas que toutes les professions vivent des paradoxes et des tensions, mais enfin, presque tous, sinon on ne serait pas là pour en discuter. Mais c'est très très aigu dans le monde agricole, c'est très aigu. On le voit bien, le rapport à l'État est un rapport de protection plus que je dirais, d'adhésion et de convergence. On va prendre quelques questions dans la salle si vous en avez, sinon on peut continuer. Raphaël Lecoq, journaliste à plein champ. Je voudrais évoquer le départ à la retraite d'une grande partie de la population agricole dans les 5 à 10 ans qui viennent, et donc avec comme corollaire le transfert de terres agricoles vers des nouveaux exploitants. Et parmi ces exploitants, il y aura éventuellement des sociétés capitalistiques qui viendront prendre des parts de ces fameuses SCEA. Quand derrière le titre de votre ouvrage, une agriculture sans agriculteurs, est-ce qu'il ne faut pas évoquer quand même cette question taboue qui est celle de l'incursion ou l'arrivée de capitaux non agricoles qui feront travailler des salariés ou qui feront travailler des entreprises de travaux agricoles. Quelle sera la photographie de la France agricole en 2030 sur cet aspect-là? C'est difficile à dire, mais de toute façon, on a des structures d'entreprise qui ont besoin de capitaux. Et à commencer par les exploitations de type familial et même conjugal. Donc il y a une question qui est posée autour du capital foncier, mais c'est pas l'alpha et l'oméga qui permettra de résoudre aussi ces difficultés autour de la transmission. On a besoin d'asseoir capitalistiquement des exploitations qui en plus aujourd'hui sont plutôt en roue libre. Quand vous regardez ce qui se passe, notamment même dans l'élevage breton ou ailleurs, on est plutôt sur des logiques de décapitalisation. Or, il va falloir quand même que ces exploitations elles soient rendues attractives pour ces nouvelles générations. Alors pourquoi s'émouvoir du capital externe alors même que d'autres s'y emploient, hein. Prenez le cas de Terre de Liens, c'est du capital externe aussi, Terre de Liens, c'est l'épargne citoyenne. La question qui se pose, c'est pas tant le capital externe, c'est pourquoi ce capital externe, c'est-à-dire quelle finalité, comment finalement on peut ressortir d'une exploitation agricole, c'est-à-dire quels sont les clapets pour faire en sorte que l'autonomie ne soit pas remise en question. C'est pas le capital externe qui est le problème, c'est son usage, ce qu'on en fait. Et donc, admettons quand même que cette profession, elle puisse se nourrir aussi de structures capitalistiques nouvelles ou qu'elle puisse être portée par du capital qui ne sera pas forcément de toute façon familial ou agricole, même si 90%, je le rappelle, des exploitations françaises sont familiales pour des raisons capitalistiques. Mais on voit bien que la famille est parfois dans l'incapacité de porter le projet économique, elle est toujours là pour porter le projet patrimonial. Donc je pense qu'il faut essayer d'imaginer, et certaines COP le font déjà, des fonds, des structures qui vont permettre d'accompagner la restructuration d'exploitation qui semble indispensable aujourd'hui pour embrasser ou accompagner des projets de nouvelle génération, et des dispositifs éthiques aussi de sortie. Mais je ne vois pas pourquoi on s'interdirait aujourd'hui, alors ce sont peut-être aux coopératives, aux organisations professionnelles, d'imaginer ce que seront ces nouveaux circuits de recapitalisation avant que d'autres s'y mettent. Donc là aussi, il ne faudra pas dire qu'on ne savait pas. On le sait pertinemment qu'il y a des besoins d'amélioration de la structure capitalistique. Et puis, de toute façon, dans tous les secteurs aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des capitaux externes. Le recours à l'endettement, mais posons la question aussi aux acteurs bancaires. S'il y a une nécessité de capitaux externes, c'est parce que le recours à l'endettement est
aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à imaginer. Pour revenir sur le... Je pense que quand même il y a une leçon à tirer de l'expérience de Terre de Liens. Cette affaire s'est mise en place maintenant de façon accélérée sur les 10 dernières années, de façon plus longue sur une trentaine d'années. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'affaire de Terre de Liens, c'est la construction de fonds de dotation qui sont des fonds mutualisés, qui sont des fonds non transmissibles et qui permettent de l'acquisition de foncier qui est ensuite donné en location et en gérance. La question qui est posée, je crois, de façon assez forte, est-ce qu'on peut imaginer des formes de construction de fonds, alors ça peut être les coopératives, ça peut être les banques, ça peut être la banque de dépôt et consignation, et ça peut être les collectivités. On voit bien comment les collectivités, sur ce troisième volet de l'agriculture émergente, qui sont les micro-fermes, hein, pour faire vite, il est intéressant de constater que ces micro-fermes, qui ont un poids économique extrêmement faible, ont un poids culturel bien plus important que leur poids économique, et sont très très importants culturellement. Et d'ailleurs, les collectivités territoriales ne s'y trompent pas. Beaucoup d'intercoms acquièrent ou ont dans leur portefeuille des terrains qui ne sont pas très très importants, mais qu'ils donnent en location. Donc, en fait, il y a un mouvement là qui est intéressant, et on peut imaginer, probablement, des types de partenariats qui seraient des partenariats de portage et qui ensuite pourraient libérer et permettre aussi de la rotation, parce que l'élément que l'on constate dans ces nouveaux arrivants dans le monde agricole, ce qui est très très nouveau, c'est que ce sont des jeunes, des moins jeunes, qui arrivent dans ce métier sans avoir l'intention de transmettre à leurs enfants, c'est pas leur problème, et pas forcément en y faisant toute leur vie professionnelle. Donc on voit comment la question de la mobilité, nous sommes dans une société de mobilité, il faut en prendre acte, et le monde agricole doit en prendre acte. Et donc comment on gère une culture de la mobilité, une culture de l'autonomie, une culture du changement dans une profession qui s'inscrit dans le long terme, qui s'inscrit dans la continuité, et qui donc est face à une rupture culturelle extrêmement douloureuse. Extrêmement douloureuse, il ne faut pas se tromper là-dessus. Moi j'ai deux questions. Alors vous avez commencé déjà à y répondre. Donc il y a la loi d'orientation qui va arriver là. Donc je voulais vous demander justement quels sont, et qui se positionnent très clairement sur l'installation, hein, sur comment faire pour garder des agriculteurs. Donc justement, quels sont vos conseils? Alors vous avez commencé à en parler, mais si vous en avez d'autres. Et par ailleurs, voilà, on a perdu 100 000 exploitations en 10 ans. Quel est votre pronostic? C'est pas simple de faire des pronostics quand on est chercheur. Enfin, c'est vrai que notre travail, c'est d'écrire le réel et de ne pas faire de la préfiguration ou de faire de la prospective. Mais finalement, moi, je salue le fait qu'on mette la formation au centre quand même de ces grands débats en termes de politique. Il ne s'agit pas simplement de penser l'installation, parce que ce mot même est synonyme d'assignation. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il ne faut pas parler non plus simplement de formation, mais de compétences. On voit bien que finalement, les nouvelles générations ne cherchent pas forcément un statut, mais cherchent des compétences et un revenu. Et on a des nouvelles générations qui construisent leurs projets d'installation ou de reprise d'une ferme alors qu'ils sont salariés dans d'autres secteurs d'activité. Donc, ce qui importe, c'est pas tant la formation, ce défi-là il a été relevé, que celui de la montée en compétences. Pour former, comme on dit aujourd'hui même dans une tribune qui est parue dans le monde, on a besoin de former des producteurs au management, à l'organisation du travail. Et on a besoin de penser non seulement en termes de renouvellement des générations, mais surtout en termes de renouvellement des actifs. Et il faut que finalement cette loi, elle fasse écho non seulement au renouvellement des générations, on n'y parviendra pas de toute façon. Et c'est pas l'enjeu de toute façon de faire en sorte qu'il y ait un renouvellement un pour un d'un papa par un fiston.
C'est pas ça qui va permettre de faire en sorte que l'agriculture française se maintienne. C'est la capacité qu'on aura à mettre un actif, pourquoi pas, en face d'un cédant. Et c'est là pour moi le défi majeur. C'est-à-dire de faire ce pas de côté et de raisonner et de penser finalement, et je vais appuyer là-dessus, la figure d'un salarié qui ne sera pas simplement un précaire. Quand même, sans faire de prophétie, parce que on se trompe toujours, mais enfin, il y a un élément qui est quand même lourd dans le paysage, c'est la démographie. Et la démographie agricole, les pyramides d'âge agricole laissent penser, je suis prudent, que, en tout cas, du côté des chefs d'exploitation, dans leur contour, je dirais, traditionnel, à l'horizon 2030, on sera à 1% de la population active. Donc, effectivement, je ne répète pas ce que vient de dire François, si on n'arrive pas, mais c'est extrêmement difficile, moi je jette la pierre à personne, en plus j'ai été mêlé à la construction de politiques et de lois d'orientation, donc je n'ai pas de leçon à donner. Mais c'est extrêmement difficile d'imaginer la mutation en profondeur de ce métier autrement que effectivement avec ce terme d'installation. Comment penser ce métier, comment penser l'entrée dans le métier, comment penser l'exercice de ce métier autrement que je m'installe ou j'installe ma femme. Pas autre chose, un autre sujet. Voilà, ça c'est vraiment extrêmement difficile. Et c'est vraiment tout le souhait qu'on peut faire à cette loi. Quel est le mot que vous conseillez? C'est l'entrée dans le métier, c'est l'exercice du métier. C'est l'insertion. C'est penser le métier et penser entrer dans le métier, commencer ce métier et non pas strictement l'installation. Et vraiment, là, on n'a aucun risque de se tromper. C'est-à-dire le slogan « une installation pour un départ », ça, alors là, vraiment, j'y crois pas. Vraiment, mais j'y crois pas, c'est pas une question de foi. C'est une question de démographie, tout simplement. Enfin, il n'y a pas à tortiller autour de ça. Donc, c'est pas la peine de répéter des slogans qu'on ne peut pas tenir. Ça n'a aucun sens. On désespère Billancourt, les campagnes et Paris. D'autant plus qu'on le voit dans les départements qui installent très bien, on n'installe pas forcément sur des exploitations à reprendre. C'est des installations qui se font à côté. On va prendre des exemples. Dans des départements d'Occitanie, par exemple, comme les Pyrénées-Orientales, l'Hérault ou le Gard, on installe. Mais on installe où? On installe sur quoi? Sur des exploitations qui ne sont pas forcément à reprendre et qui sont adossées justement à des structures coopératives. Donc il y a une déconnexion ou de collectivité. Il y a une déconnexion entre l'offre et la demande d'exploitation en place. Donc il faut s'interroger là-dessus. Et il y a des filières dans lesquelles on installe, mais où on est en déficit aussi de production. Donc l'installation ne résout pas tout. Mais c'est la capacité à faire qui est sur la table, à mon avis. Pardon. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas signalé. Je le signale parce que comme on parle de démographie, ce qui nous a beaucoup frappé quand même en regardant de près le recensement de l'agriculture, c'est que si on a une baisse des chefs d'exploitation, si on a stagnation, petite augmentation des salariés des exploitations, quel est le grand événement intersensitaire? C'est l'augmentation à 49%, je crois qu'il me corrige, des salariés des entreprises de travaux, des intérimaires, des groupements d'employeurs. Donc on a bien une mutation très profonde de l'exercice du travail, qui fait le travail. Et on voit là des glissements qui sont quand même très spectaculaires, et pas très appréhendés. Un chiffre juste, plus 58% quand même d'entreprises d'exploitation agricole qui ont recours de manière prépondérante à la sous-traitance, plus 30% d'exploitations qui ont recours de manière prépondérante à du salariat, embauché directement, plus 30% d'exploitations qui relèvent d'associations même atypiques, loin du GAEC. Donc finalement se dessinent déjà actuellement des tendances qui risquent d'avoir cours demain.
Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.